J'ai 78 ans et je connais le son exact d'une maison qui a cessé d'attendre quelque chose. Ce n'est pas le silence des grandes catastrophes, pas celui qui s'installe après qu'on a fermé le cercueil d'un mari, quand les voisins ont repris leurs manteaux et que vous vous retrouvez devant une table couverte de fleurs qui vont mourir dans 3 jours. Ce silence-là, au moins, a une forme. Il pèse quelque chose, il porte la trace de ce qui vient de s'effondrer. Non, le silence dont je parle est d'une autre nature. Il arrive sans prévenir, par infiltration, comme l'humidité dans les vieux murs de pierre. Vous ne le sentez pas entrer. Vous le découvrez un jeudi de novembre, quand le vent fait frémir le volet mal fermé, et que vous réalisez que c'est la chose la plus vivante qui soit passée dans votre journée. Je m'appelle Edmonde, et pendant 7 ans, j'ai fait exactement ce qu'on m'avait dit de faire. Restez avec moi encore un peu, parce que ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître dur. Ça peut ressembler aux mots d'une femme qui a trop réfléchi dans le noir et qui en est sortie avec des angles trop vifs. Vous allez peut-être ressentir une petite résistance, un mouvement de recul. C'est normal. Je l'ai ressenti moi aussi quand une autre femme me l'a dit, mais elle avait raison. Et depuis, j'ai regardé des gens que j'aimais traverser exactement ce qu'elle m'avait décrit, parce qu'ils n'avaient pas voulu entendre. Alors restez. Tout le monde vous dit la même chose quand vos enfants commencent à vivre leur vie loin de vous. On vous dit d'être disponible. On vous dit de ne pas peser. On vous dit de vous faire légère, de ne pas réclamer, de ne pas exiger. On vous dit que l'amour vrai est celui qui libère, qui ne retient pas, qui ouvre les mains. On vous dit que si vous les laissez partir sans résistance, ils reviendront d'eux-mêmes, naturellement, comme les hirondelles qui retrouvent sans boussole le toit de leur enfance. Ce que personne ne vous dit, c'est ceci. Chaque fois que vous vous effacez un peu plus, vous leur apprenez précisément jusqu'où vous êtes prête à disparaître. Et les êtres humains, même ceux qui vous aiment du fond de leur cœur, remplissent toujours l'espace qu'on leur abandonne. La vérité qui m'a sauvée ne ressemble pas à une déclaration d'amour. Elle ressemble à une équation froide. Je vais vous la donner en entier. Mais d'abord, laissez-moi vous ramener dans ma cuisine, un soir de février 2017. La fenêtre donnait sur le jardin, et les rosiers taillés projetaient des ombres maigres sur la neige durcie. J'avais préparé une tarte au citron que je n'allais pas finir seule. Trop de zeste, comme toujours, parce que j'aime les choses qui piquent un peu. L'odeur avait envahi toute la maison, et j'avais pensé « Edmonde, tu es absurde, tu cuisines comme si la table allait se remplir toute seule. » Ma fille, Séraphine, vivait à 1 heure de route. 2 enfants en bas âge, un métier qui la consommait par les 2 bouts, un mari prénommé Gwenaël, que j'appréciais sans vraiment le comprendre. Mon fils, Titouan, avait traversé un océan pour s'installer au Canada. Il appelait à Noël, parfois en mai pour l'anniversaire, et de temps en temps le dimanche soir, quand quelque chose dans sa semaine lui avait rappelé, brièvement, qu'il avait une mère. Je ne leur en voulais pas, je tiens à le dire clairement. J'avais été jeune, moi aussi. J'avais été tellement absorbée par ma propre vie, à 35 ans, que j'avais laissé ma mère sans nouvelles pendant presque 1 mois. Quand j'avais enfin rappelé, elle avait dit « Je savais que tu n'étais pas perdue, j'espérais seulement que tu allais bien. » Et j'avais entendu dans cette phrase la façon dont elle s'était pliée pour me laisser de la place, et j'avais eu un élan de tendresse violent pour elle, et j'avais rappelé encore moins souvent après ça parce qu'elle avait rendu le pardon trop simple. Je comprends maintenant ce qu'elle devait ressentir devant sa propre fenêtre, avec ses propres restes de cuisine pour personne. J'avais 71 ans ce soir-là, en bonne santé. Pas solitaire au sens dramatique du terme, pas le genre de solitude qu'on voit dans les films,
avec les pleurs et le verre de vin dans le noir, juste en train de devenir progressivement moins réel. C'est la seule façon que j'ai de le formuler, comme une carte postale exposée trop longtemps à la lumière. Vous ne voyez pas les couleurs partir, vous vous en rendez compte seulement quand vous la comparez à une photo récente. J'avais essayé tout ce que les magazines recommandent, un atelier d'aquarelle le mardi, un groupe de marche nordique avec des femmes qui s'appelaient toutes Michel ou Brigitte et qui marchaient à un rythme qui ne me convenait pas. Des cours d'espagnol dans une salle communale sentant le chauffage électrique surchauffé. Je bénévolie dans une ressourcerie le vendredi matin, à trier des livres et des vêtements donnés par des gens qui avaient décidé qu'ils méritaient mieux. Ces choses aidaient. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Mais elles n'atteignaient pas l'endroit précis qui faisait mal. Parce que ce n'était pas de la solitude au fond. C'était quelque chose de plus spécifique et de plus grave. C'était le sentiment d'être devenue facultative. Il y a une différence immense entre être seule et être facultative. Être seule, c'est un état du corps. Être facultative, c'est un état de l'existence tout entière. Je gardais ma maison dans un ordre impeccable pour des visites qui se raréfiaient. Je maintenais la chambre de Séraphine dans un état de préparation perpétuelle, comme un hôtelier qui réserve la meilleure chambre pour un client dont la réservation n'a jamais été confirmée. J'achetais les biscuits au gingembre que Titouan adorait à 12 ans, même s'il m'avait dit à 38 qu'il ne mangeait plus de sucre raffiné. Il s'accumulait dans le placard. Je ne sais pas exactement pourquoi je continuais. C'était peut-être une forme de prière. Quand Séraphine venait, ce qui arrivait peut-être 6 fois par an, je me sentais me recalibrer dès qu'elle franchissait le seuil. Je surveillais ses expressions pour détecter les signes d'impatience. Je m'auto-censurais au milieu des phrases, si je la voyais jeter un œil discret à son téléphone. Je raccourcissais mes histoires, j'en retranchais la chair et la couleur, pour ne livrer que le squelette titré, parce que je ne voulais pas lui prendre du temps qu'elle n'avait pas. Ce que je lui communiquais, sans le formuler une seule fois, je sais que je suis trop, je vais me faire moins. Et Séraphine, parce qu'elle n'est pas une mauvaise personne dans cette histoire, elle est simplement une femme débordée, avec une vie qui n'attend pas, acceptait l'offre, sans exception. Les visites devinrent plus courtes, les appels devinrent plus efficaces, très chaleureux bien sûr, d'une chaleur de salle d'embarquement, c'est-à-dire la chaleur de gens qui ont déjà un avion à prendre et qui sourient très sincèrement en regardant l'heure. Je me disais que j'étais une bonne mère, je me disais que le besoin est une forme de violence douce et la dépendance un piège déguisé en tendresse. J'avais regardé ma propre grand-mère agripper les bras de ses enfants sur le pas de la porte, et j'avais vu leurs yeux se fermer comme des volets, et j'avais juré à 20 ans que jamais je ne serais la femme qui retient. Alors je m'étais placée loin de la porte, si loin que mes enfants avaient fini par cesser de tendre les bras dans ma direction. Non par indifférence, juste par la tendance ordinaire qu'ont les humains à cesser de chercher ce qui ne s'est jamais manifesté. Au printemps de 2018, Séraphine m'avait appelé pour me parler d'une résidence senior qu'elle avait visitée à 40 minutes de chez elle. Elle avait les brochures, les photos étaient ravissantes, on y voyait des personnes épanouies sourire au-dessus de salades colorées et de piscines turquoises. Elle avait dit « Maman, tu aurais des activités, de la compagnie, des gens dans ta situation. » Elle avait dit « dans ta situation », avec l'assurance affectueuse d'une pédiatre expliquant à un enfant que la piqûre ne fera presque pas mal. J'avais dit que j'allais y réfléchir. J'étais restée longtemps à la table de la cuisine après cet appel. La lumière de février découpait des rectangles pâles sur le carrelage. Je n'avais pas préparé à dîner. J'avais une tasse de tisane froide entre les mains et je pensais à une femme que je connaissais.
Elle s'appelait Rosaine. Rosaine avait été ma voisine pendant 9 ans avant de déménager dans le bourg d'à côté. Institutrice à la retraite, d'une vivacité d'esprit qui forçait le respect, avec des opinions sur tout et le courage de les défendre. Elle avait 4 enfants, tous à une distance raisonnable, tous sincèrement attachés à elle. Rosaine avait fait ce que j'avais fait, en mieux et pendant plus longtemps. Elle s'était rendue tellement commode, tellement absente de ses propres besoins, tellement simple à aimer de loin, que ses enfants avaient progressivement cessé de la voir comme un être à part entière. Elle était devenue un élément rassurant du paysage. On sait qu'il est là, ce grand chêne au fond du jardin. On est content qu'il soit là. On arrête de vraiment le regarder. 2 ans avant ce soir de février, Rosaine avait fait une chute dans son escalier. Rien de grave, une mauvaise semaine, et puis tout était rentré dans l'ordre. Mais ses enfants qui l'aimaient et qui avaient eu peur, avaient répondu à cette peur de la manière la plus efficace qui se présentait à eux. Ils lui avaient trouvé un établissement, beau, bien tenu, avec un jardin et un programme d'activités fournis. J'avais rendu visite à Rosaine 2 fois dans cet endroit. La première fois, elle était encore entière, acérée, drôle, avec ce léger tranchant qui signale les gens qui ont vraiment réfléchi à leur vie. La deuxième fois, quelque chose s'était émoussé. Elle était agréable, parfaitement agréable. Douce de la façon dont les salles d'attente sont douces, c'est-à-dire neutrées, débarrassée de tout ce qui pourrait déranger. Elle avait appris à exister dans un espace où avoir des exigences propres n'était ni utile ni encouragé. J'avais conduit jusqu'à chez moi en silence ce soir-là, et j'étais restée dans ma voiture dans l'obscurité du garage plus longtemps que je ne l'admets volontiers. Rosaine avait fait tout bien. Elle avait été patiente, accueillante, facile. Elle n'avait jamais réclamé, jamais pesé, jamais compliqué la vie de ses enfants d'une once de plus que nécessaire. Et tout cela, chaque compromis, chaque désir ravalé, chaque histoire raccourcie, avait abouti à une existence que ses enfants pouvaient chérir sans effort et ranger proprement quand elle commençait à compliquer leurs emplois du temps. Elle avait rendu son propre rangement trop aisé. Je ne dis pas que ces enfants sont de mauvaises personnes. Je les connais de nom, je sais qu'ils sont ordinairement bons. Ils ont pris la décision la plus commode en la formulant comme la plus généreuse. Et ils ont pu le croire sincèrement, parce que Rosaine avait passé des décennies à leur enseigner que son confort était secondaire au leur. J'ai pris une décision dans ce garage, pas par colère, pas par calcul, par la clarté particulière qui arrive quand on comprend que la manière dont on a vécu est une façon polie et progressive de se soustraire au monde des vivants. Le lendemain matin, j'ai rappelé Séraphine. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée par la résidence, que je restais dans ma maison. Et puis, parce que j'avais peur et que c'était juste, j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit à ma fille adulte. J'ai dit « J'ai besoin que tu viennes dîner ici une fois par mois. Pas une visite éclair, un vrai dîner, à cette table, avec du temps. » Il y a eu un silence sur la ligne dans lequel on aurait pu entreposer des meubles. Puis elle a dit « Maman, j'ai un emploi du temps chargé. » J'ai dit « Je sais, moi aussi, un dîner par mois, c'est ce que je demande. » Elle a été distante pendant une dizaine de jours. Je l'ai remarqué, et je n'ai pas appelé pour m'excuser de ma demande, ce qui aurait été mon réflexe de toute une vie. J'ai laissé passer les 10 jours, et un mardi soir de la 3e semaine, mon téléphone a sonné, c'était Séraphine, et elle a dit « Et si on venait le 3e samedi du mois? Les enfants sont impatients de te voir. » Je veux vous dire ce qui s'est passé dans les 6 mois qui ont suivi,
parce que c'est la partie qui me surprend encore. Quand j'ai cessé de me présenter comme une commodité, je suis redevenue une personne. Je ne veux pas dire par là que je suis devenue difficile. Je n'ai pas simulé la fragilité pour fabriquer de l'obligation. Je veux dire que j'ai cessé de me gommer. J'ai cessé d'amputer mes récits de leur substance. J'ai cessé de surveiller le visage de Séraphine pour ajuster mon volume en fonction de son degré de présence. J'ai commencé à dire « Attends, je n'ai pas fini » quand quelqu'un m'interrompait. J'ai commencé à avoir des préférences sur le menu du dîner et à les exprimer. J'ai raccroché au mur un grand miroir en fer forgé que j'avais descendu à la cave 3 ans plus tôt parce que Séraphine avait dit en passant que c'était un peu surchargé. Il était en vérité magnifique. J'ai appelé Titouan et je lui ai dit « Je veux venir te voir en avril, 5 jours. Pas pour une occasion particulière, juste pour être là. » Il a été surpris. Il a dit oui. J'y suis allée. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble chaque matin dans un café à l'angle de sa rue. Quelque chose que nous n'avions pas fait depuis qu'il avait 12 ans. Le 4e matin, il m'a parlé d'un projet sur lequel il travaillait depuis 2 ans. Quelque chose de précis et de technique que je n'ai pas entièrement compris. Et il a parlé 50 minutes sans s'arrêter pendant que je posais de vraies questions. À la fin, il a dit « J'avais oublié que tu étais vraiment curieuse de tout. » Cette phrase-là a atterri quelque part de profond et de vulnérable dans ma poitrine. Parce que j'avais passé tant d'années à incarner la version de moi-même qui était facile à recevoir, que j'avais camouflé la version de moi-même qui méritait d'être connue. Je veux vous parler de Clotilde maintenant. Clotilde était dans mon groupe d'aquarelle, une femme d'une intelligence aiguë et d'une générosité qui lui coûtait beaucoup plus qu'elle ne l'admettait. Clotilde avait un fils prénommé Emmerich, un garçon bien intentionné qui avait glissé dans l'habitude de gérer sa mère à distance, d'une façon administrative et affectueuse à la fois, comme on gère un abonnement auquel on tient. Clotilde avait accepté cela. Elle se disait que les fils sont comme ça, que les temps ont changé, que réclamer une présence physique était une forme d'égoïsme déguisé en amour. Clotilde avait décidé qu'elle ne serait pas un fardeau. Elle me l'avait dit autour d'une tasse de thé, avec une fierté discrète, et j'avais entendu dans sa voix exactement la même construction que ma mère utilisait pour me libérer de la culpabilité, 40 ans plus tôt. Elle avait trouvé comment décharger tout le monde, et elle en parlait comme d'une réussite. Moins de 2 ans plus tard, Emmerich l'avait installée dans une résidence que tout le monde décrivait comme charmante, et que j'ai trouvée, en lui rendant visite, charmante et vide d'elle-même. Elle était reconnaissante, elle parlait de son groupe d'aquarelle au passé. Je ne vous raconte pas cela pour vous faire peur, je vous le raconte parce que j'ai vu le même scénario se dérouler suffisamment de fois pour comprendre que ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Et ce schéma commence par une décision, prise en silence, dans une cuisine ou un garage, ou devant une tisane froide. La décision de prendre moins de place. Il existe une conception de l'amour qu'on a vendue aux parents, aux mères plus qu'aux pères, qui dit que la forme la plus haute de l'amour est l'effacement, que la meilleure chose que vous puissiez faire pour ceux que vous aimez est de vous rendre si peu encombrante qu'il n'est jamais à composer avec votre poids. Il y a une vérité dans cette idée, une vraie vérité, parce que la dépendance qui étouffe est réelle et qu'elle blesse. Mais il y a une face obscure de cette vérité que personne ne nomme. Et cette face obscure, c'est ceci. Quand vous réussissez parfaitement à n'avoir aucun poids, vous devenez irréel. Et les gens ne se battent pas pour garder ce qui est irréel. Ils ne réorganisent pas leur semaine pour cela. Ils ne s'assoient pas avec cela jusqu'à minuit autour d'une table.
il n'y pense pas sur le trajet du retour. Il l'aime comme on aime un endroit qu'on a fréquenté autrefois, avec de la chaleur, de la nostalgie et très peu d'urgence. Vous ne pouvez pas forcer vos enfants à avoir besoin de vous. Je ne suggère pas d'essayer. Ce que je dis, c'est ceci. Vous pouvez cesser de participer à votre propre effacement. Vous pouvez refuser d'être rangé. Vous pouvez dire un dîner par mois et le penser, non comme une exigence, mais comme une affirmation de votre propre réalité. Me voilà. Je suis quelqu'un qui occupe de l'espace. J'ai des opinions sur le miroir dans l'entrée. Je mets trop de zeste dans mes tartes. Je ne suis pas une chose du passé. La première fois que j'ai posé une limite réelle avec Séraphine, elle a résisté. La deuxième fois, elle a soupiré. La troisième fois, elle avait réorganisé son agenda avant même que je lui dise quoi que ce soit. Non pas parce qu'elle était devenue quelqu'un d'autre, parce que moi, j'avais changé. C'est le mécanisme. Il n'est pas sentimental. Il n'est pas toujours doux dans l'instant. Mais ses effets sont doux, d'une douceur que l'alternative accommodante n'a jamais produite. Je veux dire maintenant quelque chose autour duquel j'ai tourné pendant tout ce temps. Je ne parle pas de devenir quelqu'un que vos enfants voient par obligation. L'obligation est quelque chose de froid et de cassant, qui cède sans prévenir et sans s'excuser. Je parle de la différence entre être un fait et être une présence. Un fait est enregistré, une présence est cherchée. Les personnes qu'on cherche dans la vieillesse ne sont presque jamais celles qui se sont rendues le plus simple. Ce sont celles qui sont restées précises, qui avaient des goûts et les défendaient, qui se souvenaient de détails exacts sur les gens qu'elles aimaient et disaient « Tu m'avais dit une fois que tu avais peur de ça, je ne l'ai jamais oublié », qui étaient jusqu'au bout résolument et magnifiquement elles-mêmes. C'est ce que j'apprends à devenir à 78 ans, après une vie passée à me tailler pour qu'on soit plus à l'aise autour de moi. Il n'est pas trop tard. Je veux que vous entendiez cela sans atténuation. La lumière de février fait toujours ses rectangles pâles sur mon carrelage. Je mets toujours trop de zeste dans mes tartes. Il y a 3 semaines, Séraphine est restée jusqu'à 11 heures du soir avec ses 2 enfants, et sa fille aînée, qui a 13 ans et un regard qui ne rate rien, m'a demandé de lui raconter comment était sa mère quand elle était petite. J'ai raconté toute l'histoire, je n'ai rien coupé. Séraphine a grogné 3 fois et ri 5 fois, et à la fin elle a posé son menton dans sa paume et elle m'a regardé d'une façon qu'elle n'avait plus depuis des années. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, je vous le dis parce que j'ai passé 7 ans à croire que la façon de garder mes enfants près de moi était de ne jamais rien demander. Et j'ai perdu 7 ans au son du volet qui frémit dans le vent. Je ne dis pas que votre famille ressemble à la mienne. Je ne dis pas que c'est simple, ni que ça fonctionne du premier coup, ni qu'il n'y a pas dans votre propre histoire des complexités particulières que je ne peux pas voir d'où je me trouve. Mais je dis ceci, et je pèse chaque mot. La chose la plus dangereuse que nous puissions faire à l'âge que nous avons, c'est de devenir commode, parce que les choses commodes sont administrées. Les choses commodes sont optimisées. Les choses commodes sont délicatement déplacées vers des endroits où elles cesseront de compliquer les mercredis de quelqu'un. Vous n'êtes pas une chose à déplacer. Vous êtes quelqu'un qui met trop de zeste dans ses tartes, qui a des opinions sur les miroirs, qui se souvient du moment précis où votre enfant vous a confié une peur et ne l'a jamais oubliée. Vous êtes quelqu'un avec une texture spécifique et irremplaçable. Ne la poncez pas. Ne répondez pas à chaque appel à la première sonnerie et à chaque service dans les 5 minutes et à chaque inconvénient avec un sourire et un « mais non, ne t'inquiète pas pour moi ». Laissez-les s'inquiéter un peu.
Laissez qu'il y ait un poids raisonnable à votre existence, non pour être difficile, non pour fabriquer de l'obligation, juste pour être réel. Occupez l'espace que vous occupez réellement, raccrochez le miroir. Je ne prétends pas que tout cela est sans friction. Il y aura peut-être une semaine, peut-être deux, de silence frais quand vous le ferez pour la première fois. Vous ressentirez dans ces jours-là une traction puissante vers la petitesse rassurante, vers la tarte que vous avez faite pour vous seul. Cette traction n'est pas de l'amour, c'est de l'habitude. Traversez-la. Attendez l'appel du mardi, il arrive. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous, dans votre vie spécifique, irremplaçable, impossiblement singulière. Et si ces mots ont trouvé en vous quelque chose que vous reconnaissiez, il y en a d'autres qui vous attendent. Sur ce qu'on découvre après avoir cessé de disparaître, sur ce qu'on voulait vraiment depuis le début et qu'on n'avait jamais eu le courage de nommer. Cette partie-là m'a surprise encore davantage que celle-ci. Merci d'être resté avec moi.